Et l'invité en question n'est autre que Jean Pisani-Ferry. Bonjour Jean Pisani-Ferry. Bonjour. Vous aimez le gâteau, la cuisine selon Agnès Benassi-Kéré? Le gâteau au congélateur, pas vraiment. Ah, pas vraiment. Il ne faut pas se braquer? Ne nous braquons pas, ne braquons personne, hein, dit Agnès Benassi-Kéré. Écoutez, on va voir. On va regarder ça. Non, je vous pose la question parce que vous publiez, et c'est absolument passionnant, Le réveil des démons, la crise de l'euro et comment nous en sortir, chez Fayard, qui est à la fois, au fond, un livre d'économie, aussi un livre d'histoire, presque un livre de société, de ce qui s'est passé, et qui raconte, au fond, ce qui s'est passé et pourquoi nous en sommes là, avec la création de l'euro, et qui essaie, au fond, de donner les enjeux, je dirais presque aussi de société, de civilisation culturelle, presque émotionnelle, de ce qui s'est passé dans notre rapport à l'euro, tant du côté de l'aveuglement et de la joie il y a quelques années jusqu'à la déception d'aujourd'hui. Mais peut-être pour démarrer, je voudrais savoir si vous l'avez fait exprès ou pas et lever l'ambiguïté. Vous avez bien vu votre titre, et chez Fayard, ils l'ont bien vu. Oui. Le sous-titre. Oui, ah oui. La crise de l'euro et comment nous en sortir. Mais de quoi? De la crise ou de l'euro? C'est pas comment en sortir, c'est comment nous en sortir. Oui, mais de quoi? De la crise ou de l'euro? De la crise. Oui. Oui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne crois pas. Ou est-ce qu'éventuellement, sur la couverture, vous vous dites que ceux qui veulent sortir de l'euro vont acheter le livre aussi? J'espère qu'ils vont ils y apprendront que c'est pas exactement ce que je recommande. Alors, Jean Pisani-Ferry, vous êtes le directeur du Centre de recherche et de débat Bruegel, professeur associé à l'Université de Paris-Dauphine, membre du Conseil d'analyse économique. Et donc, avec ce livre-ci, Le réveil des démons, vous expliquez que la crise est à la fois une crise de la dette et une crise bancaire, et que ces deux crises se nourrissent mutuellement. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, nous redire pourquoi et comment? Si les États sont si vulnérables aujourd'hui, et si les banques sont en si mauvais état, c'est en partie parce qu'un cercle vicieux s'est créé entre les deux. Les États sont individuellement responsables du sauvetage de leurs banques, même lorsque leur système bancaire est très gros par rapport à la taille de l'économie. Ça a été la situation de l'Irlande il y a un an ou deux, qui avait un système bancaire très surdéveloppé. L'Irlande s'était spécialisée dans les banques comme on se spécialise dans l'industrie automobile. Simplement, il n'arrive en général pas qu'on ait à prendre en charge brutalement toute l'industrie automobile. Ça arrive pour les banques lorsqu'elles sont menacées de faillite. Et puis réciproquement, les banques détiennent des obligations d'État, mais elles détiennent principalement des obligations de leur propre État. Et donc, lorsque l'État est faible, ça atteint les banques. C'est ce qui se passe en Grèce. Les banques grecques ne sont pas particulièrement mauvaises, mais elles sont très exposées à la crise de l'État grec. Et puis, donc, entre les deux se crée un cercle vicieux. Et ça, c'est une fragilité profonde de la zone euro. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'il faut résoudre sur le fond. C'est une des justifications des euro-obligations, c'est-à-dire de couper ce lien, en disant les banques vont détenir des titres représentatifs de l'ensemble de la zone euro et pas justement de l'État qui est chargé de les sauver en cas de difficulté. L'autre solution pour couper dans l'autre sens, c'est de dire de mutualiser le coût du sauvetage des banques. Mais c'est précisément ce qu'on a refusé de faire en 2008 lorsque la question s'est posée. Alors, comment et à quand remonte le péché originel tout de même? Qu'est-ce qui fait que l'euro, qui était censé, au fond, faire une espèce de ciment européen, qui nous faisait regarder l'avenir avec envie et goût de la prospérité, se retrouve au banc des accusés, en tout cas, on va dire, dans la gestion, se retrouve au banc des accusés parce que monnaie, dites-vous, sans État, et jugement disparate, au fond, sur sa valeur même symbolique, pourrait-on dire, sur le rapport qu'on a à cette monnaie-là. Jean Pisani-Ferry. Je crois qu'au départ, personne ne se faisait d'illusions sur le fait que l'euro tel qu'on le créait allait suffire, était une construction complète. Mais c'était un pari sur l'avenir, un pari sur la dynamique qui allait entraîner la création d'une monnaie commune. Il y avait un pari culturel, effectivement, sur l'idée que le fait de partager la même monnaie allait créer un sentiment de communauté entre les Européens qui y participeraient.
Et puis, il y avait un pari politique qui consistait à dire que ça allait être un facteur d'intégration, de développement de nouvelles politiques communes, de rapprochement des politiques nationales. Or, il s'est passé rien de tout ça. Vous décrivez, on est entré dans un nouveau monde sans en avoir conscience. Oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'au moment où on entre dans l'euro, c'est un cycle long d'efforts qui s'achève. D'efforts avec le marché unique européen, avec ce qu'il faut faire pour se qualifier pour l'euro, avec le changement des législations. Et à ce moment-là, il y a un moment de soulagement et on se dit, bon, maintenant, on va passer à autre chose. C'est-à-dire, au lieu de dire, on prend l'euro comme point de départ, on dit maintenant, bon, intéressons-nous à autre chose. Il y a aussi un renouvellement, il y a une nouvelle génération de dirigeants politiques qui arrivent au pouvoir, qui n'a pas le même affectio societatis européenne. Et donc, ils s'intéressent à autre chose. Et la réaction est même inverse. C'est-à-dire, la réaction est même de dire, bon, si on a tant concédé au niveau européen, pour le reste, on va pas continuer, on va le garder pour nous. Et typiquement, par exemple, c'est ce qui se passe dans le domaine bancaire. Dans le domaine bancaire, on se bat pour garder la supervision des banques, alors que la logique de l'intégration monétaire, c'est qu'on intègre aussi le financier. Vous citez, page 50, Tommaso Padoa Schioppa sur ces questions-là. Par exemple, vous dites l'union politique d'un côté, gouvernement économique de l'autre. Les deux termes sont en fait inspirés par la même intuition d'incomplétude de l'euro. Ils désignent la même absence. Les Allemands, comme les Français, pressentent l'insuffisance de ce qui se prépare et imaginent dans quelle direction il faudrait aller pour y remédier. L'un des hommes qui ont le mieux réfléchi à ces implications de la monnaie, Tommaso Padoa Schioppa, a résumé d'entrée la parenté des intuitions françaises et allemandes. En définitive, écrit-il en 2004, les fondements d'une monnaie stable ne peuvent pas être assurés par la seule banque centrale. Ils reposent sur un certain nombre d'éléments que seul l'État ou plus largement une communauté politique peut procurer. Mais sauf que voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et Tommaso Padoa Schioppa, qui a été ensuite ministre des Finances italien, à l'époque était à la Banque centrale, enfin, il venait de quitter la Banque centrale, et il avait eu cette discussion à l'intérieur. Il disait, il faut de l'union politique, sinon ça ne viendra pas. Et son collègue allemand lui disait, oui, il faut de l'union politique, mais elle n'est pas là. Donc on a fabriqué une institution qui, en fait, s'est retrouvée dans un espace qui n'était pas fait pour elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été, l'institution Banque Centrale Européenne, n'a pas eu autour d'elle les éléments d'intégration politique, de communauté politique, et même au-delà des institutions. Il ne s'agit pas simplement de dire on va élire au suffrage universel. Il s'agit d'un sentiment d'appartenance qui se crée ou qui ne se crée pas. Et l'absence de ce sentiment d'appartenance a fait que cette institution s'est retrouvée toute seule, un peu en apesanteur. Voilà, plutôt bien géré par Jean-Claude Trichet, mais sur un angle trop fermé, dites-vous, au fond. C'est ça. Il ne fallait pas faire d'inflation. On n'a pas fait d'inflation. Mais so what? C'est la catastrophe annoncée. Alors, est-ce que la catastrophe va arriver? Va-t-on perdre cette fameuse note triple A? Jean Pisani-Ferry, vous dites que dans votre livre, les Français ont ce double sentiment très étrange. Tantôt, ils sont les juges et les procureurs de la Grèce en désignant les fraudeurs et les fauteurs grecs et les fauteurs du Sud. Et tantôt, ils se mettent entièrement à leur place et on se retrouve menacés, inquiets, comme si on était nous-mêmes à nouveau grecs, fraudeurs et fauteurs. Oui, les Français sont un peu schizophrènes dans cette affaire. Ils ne savent pas exactement de quel côté ils sont. C'est la différence avec les Allemands. Encore que depuis hier, les Allemands qui ont éprouvé des difficultés à émettre sur le marché... Crise de la dette, la pression monte sur l'Allemagne. Le Trésor allemand n'a pas pu placer hier une émission de 6 milliards d'euros. Voilà, donc quand vous avez dit la catastrophe, la perte du triple A, je pensais à des catastrophes plus graves que ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question qui monte, qui est la question de la survie de la zone euro elle-même. Et ça, à mon avis, c'est ça. Elle ne dépend pas des agences de notation. Vous êtes très indulgent avec les agences de notation. Vous dites on en fait tout un fromage et c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Hein. Je suis pas forcément indulgent, mais je pense qu'on leur donne un rôle beaucoup trop important. Vous savez, les investisseurs n'ont pas besoin des agences de notation pour faire monter les taux d'intérêt. Et ensuite, les agences de notation rattrapent et dégradent la note. Et ça accélère un peu, ça crée aussi un peu de cercle vicieux. Mais c'est pas fondamentalement elles qui déterminent ce qui se passe sur les marchés. Qu'attendez-vous du mini-sommet qui doit se dérouler aujourd'hui? Mario Monti, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel à Strasbourg. Nouvelle réunion de crise consacrée au sauvetage de l'euro. Bon, je crois qu'il va être beaucoup question de l'Italie. Il va être question symboliquement de l'ouverture de ce duo à un troisième personnage qui a d'ailleurs annoncé qu'il irait
Il participait avec un esprit communautaire. C'est un ancien commissaire pour qui l'Europe ne se gère pas à deux ou trois. Je pense que le vrai rendez-vous, c'est le rendez-vous du 9 décembre, c'est-à-dire quand les chefs d'État vont tous se retrouver et qu'on va voir est-ce qu'on avance. Mario Draghi, le gouverneur de la Banque centrale, disait il y a quelques jours, on a pris des décisions en juillet, elles ne sont toujours pas mises en œuvre. Et c'est vrai qu'en juillet, on a pris la décision de créer, de développer les capacités d'intervention de la facilité financière, du fonds de sauvetage. C'est toujours pas mis en œuvre. On a donc à la fois ce qui restait à conclure des décisions antérieures, et puis on a tout le débat qui vient sur est-ce qu'il faut renforcer la surveillance budgétaire, est-ce qu'il faut passer à un différent système qui soit plus fondé sur de la surveillance et du contrôle a priori, et est-ce qu'il faut en contrepartie une forme de solidarité financière sous la forme d'euro-obligations. Ouais. Comment expliquez-vous, cela dit, que de réunion en réunion, et même si le sujet est complexe, tout de même, les solutions semblent patiner à cause de divergences. Alors, des divergences notables que l'on sait entre la France et l'Allemagne. Mais vous notez aussi dans votre livre tout de même que, au fond, la crise de l'euro est sans doute imputable aux divergences déjà originelles, au fond, de la façon que les États ont eu de gérer cette monnaie. Au lieu de converger, c'est tout début du livre, au lieu de converger après le passage à l'euro, est-ce qu'on pouvait penser que l'euro entraînerait de facto, naïvement peut-être, les économies s'étaient mises à diverger. Mais voici que désormais, les solutions politiques et les débats politiques continuent de diverger. Comment expliquez-vous cela, monsieur l'économiste ? Moi, je crois qu'il y a des cultures politiques profondes, des cultures institutionnelles qui ne sont pas les mêmes et sur lesquelles on retrouve ces différences. Par exemple, entre la les France... nations veulent reprendre la main. C'est pas seulement ça. Quand vous avez une crise, la réaction française et la réaction allemande sont fondamentalement différentes. Le dirigeant français va toujours se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éteindre l'incendie. Le dirigeant allemand va toujours se dire quelle solution de long terme est-ce qu'on doit prendre et est-ce que ce que je fais aujourd'hui, en quoi est-ce que ça détermine l'évolution à long terme. C'est la réponse d'un pays qui a toujours cette crainte qu'en jetant de l'eau sur le feu, en fait on jette de l'huile et qu'on étende le feu à plus long terme. Donc il y a des cultures très différentes qui se retrouvent. Une culture plus interventionniste immédiate, la culture française. Il y a un dirigeant, il agit. Et une autre qui est quelles sont les règles concrètes, quels sont les principes et comment vont-ils déterminer dans l'avenir les réponses et les comportements des différents acteurs. Oui, c'est ce que vous dites, notamment dans l'incompréhension entre Allemands et Français. Quand du temps de la France de Mitterrand qui accompagne le passage à l'euro, on a, nous, à la bouche, l'idée qu'il faut un gouvernement économique auquel les Allemands ne comprennent rien. Et quand les Allemands demandent « mais qu'est-ce qu'un gouvernement économique ?» Je vous cite, là aussi, vous dites que les réponses ne sont que des bafouillis. Ah oui, c'est pas nouveau tout ça quand même. Ah non, c'est pas nouveau. Non, mais c'est structurel. Et d'ailleurs, ça a été créatif parce que la force du franco-allemand, c'est pas que le franco-allemand, c'est le pouvoir, parfois ça l'est, le pouvoir à l'état en Europe, c'est que c'est un résumé de beaucoup de divergences. Et donc le franco-allemand marche lorsqu'il résume bien les différents points de débat en Europe et qu'il propose des solutions pour les résoudre. Bon, question simple, Jean Pisani-Ferry, l'euro est-il un échec ? Et la crise actuelle peut-elle sonner le glas de la monnaie unique ? Vous avez 1 minute pour y répondre et nous reprendrons à 8h15. L'euro est un échec partiel, oui. Je ne pense pas que c'est profondément un échec. Je pense que l'intégration monétaire, c'est quelque chose qui dans la durée, peut produire des effets. Je pense qu'effectivement, la manière dont il a été géré et la négligence, en fait, qu'il y a eu d'aller au-delà de la création simple de la monnaie au cours des 10 dernières années, c'est un échec. Est-ce qu'il est menacé ? Il est menacé. Je ne pense pas qu'on soit au bord de l'éclatement. Je pense que les dirigeants, lorsqu'ils considèrent le risque d'éclatement, ont toujours pris la décision de faire ce qu'il faut, de prendre des mesures pour l'éviter. Mais je pense que le risque existe, même si ce n'est pas mon scénario ni préféré ni principal. France Culture, 8h16. Brice Couturier, annoncé. Vous voici, introduction au débat
avec quelques considérations, et notamment quoi sur et maintenant autour de l'Allemagne. Eh oui, exactement, Marc. Eh bien, cette fois, on y est. Les Allemands eux-mêmes ne trouvent plus preneur pour leurs émissions de dette. Non pas que les marchés doutent vraiment de la capacité de Berlin à payer ses dettes, mais ils savent que l'Allemagne, de bon gré ou de mauvais gré, devra bien contribuer à rembourser celle des autres. Alors, vous le disiez à l'instant, Jean Pisani-Ferry, à l'heure actuelle, il faut considérer l'euro comme un échec. Et en effet, notre monnaie est en train de dévisser sur les places boursières du monde entier. On est à 1,33 face au dollar, qui lui-même n'est pas au mieux de sa forme. C'est dire que c'est pas brillant. On savait bien, en créant une monnaie commune sans harmoniser les politiques budgétaires, que l'on mettait la charrue avant les bœufs. Mais enfin, l'intégration européenne a toujours marché comme ça. C'est la méthode monnaie. On crée des solidarités, des institutions. Et chaque nouveau champ de compétences transféré à l'Union est censé entraîner la nécessité d'en ouvrir un autre. N'oublions pas que c'est le marché unique qui rendait nécessaire la monnaie commune. Celle-ci était censée faire converger les politiques fiscales, puis les économies. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit cette fois-ci. Pendant une dizaine d'années, on s'en est pas aperçu. Certains États ont bénéficié de taux d'intérêt exceptionnellement bas, procurés par l'euro, pour s'endetter hors de toute raison. D'autres ont misé sur l'emballement des prix de l'immobilier pour doper leur croissance. Certains ont remis de l'ordre dans leur maison et ont profité de la forte demande chez leurs voisins pour doper, eux, leurs exportations. Et puis, lorsque la crise financière s'est abattue comme une espèce de tsunami de notre côté de l'Atlantique, on s'est aperçu que la zone euro était dans un état inquiétant. À coup de gouvernance chaotique, d'annonces peu crédibles de quelle planète pourraient bien venir les 1000 milliards du Fonds européen de stabilité qu'on nous promet, eh bien on a inquiété les marchés et on a exaspéré les populations. Alors maintenant, que faire? Il y a plusieurs options sur la table et j'essaie de les résumer. D'une part, il y a la mutualisation de la dette, ce qu'on appelle les euro-obligations. C'est faire l'hypothèse que, sur un marché obligataire européen, les pays tenus en suspicion à l'heure actuelle par les marchés bénéficieraient de la crédibilité des pays réputés bons payeurs de leurs dettes. Le résultat le plus probable, ce serait d'aboutir à des taux intermédiaires entre les très mauvais et les très bons. Les pays du Nord y perdraient, bien entendu. Ils ne sauraient s'y résoudre, il faut le comprendre, qu'en l'échange d'un contrôle strict des budgets des États du Sud. Mais les peuples sont-ils prêts à y consentir? Il y a la solution de la monétisation de la dette qu'on évoque beaucoup en France en ce moment. La BCE annonce qu'elle rachèterait par exemple toutes les obligations d'État surendettés jusqu'à ce que les taux redescendent jusqu'à un niveau qu'elle estimerait supportable. Ça s'appelle fabriquer de l'argent. À un moment ou un autre, l'inflation s'envole, ruine les épargnants. C'est un transfert déguisé des pays du Nord au profit de ceux du Sud. Et surtout, c'est un pouce au crime pour tous les dirigeants démagogues à la Berlusconi qui se disent pourquoi faire des efforts sachant que les autres vont payer pour nous. Solution numéro 3, la dévaluation. On commence à en parler aussi. Pour certains pays, une dévaluation de l'euro permettrait de retrouver de la compétitivité. Oui, mais comment réévaluer quand on a une monnaie commune? Il y a l'idée d'une dévaluation interne qui a été lancée par Olivier Blanchard, soit par le biais d'une baisse massive et coordonnée de tous les prix et de tous les salaires, ce qu'on va certainement tenter dans les jours qui viennent au Portugal, soit par une augmentation de la TVA. Mais ça risque de rendre toutes les dettes de ces pays encore plus insoutenables. Il y a la solution qu'on évoque depuis le début, celle qu'on aurait sans doute dû choisir dès le début, c'est le défaut de la Grèce. Mais cela suffira-t-il maintenant, au point où on en est, à éteindre l'incendie? Les banques qui ont été incitées à détenir des bons du Trésor grec, banques françaises et allemandes en particulier, peuvent-elles supporter le choc d'une perte d'une ampleur considérable? Qui nous dit que le Portugal, voire l'Espagne elle-même, ne se retrouve alors en première ligne si on sacrifie le soldat grec. Dernière solution, le démantèlement, on en parlait. Eh bien, l'euro éclate, soit en 2, soit en 3 zones, qui tentent de se coordonner entre elles, bon gré, mal gré. Ou alors, le pire scénario de tous, chacun reprend sa monnaie nationale d'avant l'euro. Mais l'addition, il faut le savoir, serait salée pour la plupart d'entre nous. Et dans l'état actuel des choses, c'est la recette assurée d'une guerre des monnaies digne de celle qu'on a connue dans les années 30. Jean Pisani-Ferry. Commentaires, objections à la chronique de Brice Couturier? Commentaires, accord partiel. Je crois que les différentes solutions qu'il a présentées ne visent pas toutes le même problème. Je pense que l'affaire grecque, la restructuration de la dette grecque, elle va se faire. Elle était inévitable depuis un moment. Et ce n'est pas un substitut à autre chose. La Grèce est surendettée et il faut réduire la dette de la Grèce. On n'aurait pas dû le faire plus tôt? On aurait dû le faire plus tôt, bien sûr. On aurait dû le faire plus tôt. On savait depuis longtemps. Et on a retardé par peur de la contagion. Mais en fait, en retardant, on a d'une certaine manière renforcé la contagion puisque maintenant, on est dans une situation sur l'ensemble des dettes qui est beaucoup plus sérieuse qu'elle n'était au départ. La dévaluation interne, ce n'est pas un substitut. Ça doit se faire
aussi. C'est-à-dire, si la Grèce reste dans la zone euro, si le Portugal reste dans la zone euro, ils ont besoin de redevenir compétitifs. Donc, il faut trouver une manière de baisser leurs prix. Au départ de la crise grecque, on disait il y a la Grèce un problème budgétaire et un problème de compétitivité. On a mis beaucoup l'accent sur le problème budgétaire, beaucoup de compétitivité, on n'a pas beaucoup avancé. Et donc, pardon, je vais vous couper un instant parce qu'on n'est pas tous diplômés d'économie ici. Qu'est-ce que ça veut dire quoi vraiment d'évaluation interne quand on a une même monnaie d'évaluation interne, ça veut dire qu'on essaye de trouver un moyen de faire une baisse des prix et des salaires qui implique pas forcément beaucoup de perte de pouvoir d'achat, puisque si on baisse en même temps les prix et les salaires, en fait, c'est d'une certaine manière changer. En même temps, les prix et les salaires. Toute la difficulté, c'est de le faire en même temps. Ouais. Quand vous baissez votre taux de change, vous baissez en même temps. Quand vous avez un taux de change, le taux de change se baisse. La valeur en monnaie étrangère de tous vos prix et de tous vos salaires, votre pouvoir d'achat international baisse. Mais votre pouvoir d'achat interne n'est pas affecté puisque à la fois les prix et les salaires baissent en même temps. Et toute la difficulté, c'est d'arriver au même résultat dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas changer le taux de change. Donc, on peut essayer de le faire par des moyens fiscaux, c'est-à-dire utiliser ce qu'on appelle en France d'un nom bizarre la TVA sociale, c'est-à-dire à la fois augmenter la TVA et baisser les cotisations sociales. Ça fait que les prix hors taxes vont baisser et donc on va avoir un effet par là de compétitivité. On peut essayer de le faire aussi en cherchant à ce que de manière simultanée l'ensemble des prix et des salaires s'ajuste. Tout le problème, c'est que s'il y a un décalage, évidemment, au moment du décalage, ceux qui vont baisser les premiers vont perdre. Et c'est toute la difficulté. Mais il y a des millions et des millions de prix et de salaires différents dans une économie. Donc les faire tous bouger en même temps, c'est précisément ça la difficulté. Pardon, je vous ai coupé, mais je vous laisse reprendre. Oui, les autres solutions, alors surtout celle dont on parle le plus en ce moment en France, parce que c'est celle qui nous intéresserait, la monétisation de la dette. C'est-à-dire que la BCE dit je rachète sans limite les dettes souveraines des États qui ne trouvent pas preneur sur le marché, et ainsi je fais baisser les taux. Les Français seraient ravis, les Allemands pas. Là, j'ai un désaccord avec vous. Je pense pas Jean Pisani-Ferry. Je ne pense pas qu'il s'agit de racheter. Il s'agit de dire qu'on va mettre une limite à l'augmentation des taux sur les pays solvables. Ça revient au même. Non. Regardez, je vais prendre un exemple dans un tout petit peu différent. La Suisse a décidé à l'automne qu'elle mettait une limite au taux de change du franc suisse par rapport à l'euro. Elle l'a annoncé. Et 1,25, je crois. 1,20. Elle le faisait avant. Elle intervenait un jour, la Banque centrale intervenait, le lendemain, elle n'intervenait pas, etc. Elle perdait de l'argent et elle n'obtenait aucun résultat. Du jour où elle a dit « je mets une limite et je suis prête à m'engager de manière illimitée à 1,20 », elle a cessé de devoir intervenir parce que les marchés l'ont cru et donc le taux de change reste en dessous de la limite. Et c'est exactement ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de monétiser, il ne s'agit pas de racheter systématiquement, il s'agit de dire, voilà, il y a des pays qui sont insolvables, ces pays qui sont insolvables, comme la Grèce, il faut faire une réduction de la dette. Des pays qui sont solvables, il faut les empêcher de devenir insolvables par simplement le fait que les taux d'intérêt vont aller à un niveau où le pays devient insolvable. Agnès Benassi-Carré. Oui, moi je vais essayer de vous réconcilier. Avec l'économie ou avec... Pour que l'annonce soit crédible, effectivement, une annonce crédible ferait que la Banque centrale n'aurait pas à racheter. Mais pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit effectivement prête à racheter la dette italienne en masse. Et donc, les deux sont vrais. Et par contre, là où je pense qu'il y a aussi peut-être une petite divergence, c'est que cette solution n'est pas forcément une alternative par rapport à la mutualisation de la dette, au contraire. Puisque pour convaincre la BCE de faire de telles annonces, ce serait quand même mieux si on lui offrait d'acheter des euro-obligations plutôt que des obligations italiennes. Oui, là, Brice Couturier va tout de suite bondir sur sa chaise, vous dire que les Allemands ils sont totalement défavorables et qu'il faudrait changer quand même plus le statut de la BCE et voir le traité européen. Tout à fait, mais c'est une direction générale. Dans l'immédiat, ça prend 10 ans, d'ici là, on sera tous morts. Dans l'immédiat, le substitut, c'est toute la pression qui est faite sur l'Italie et la Grèce avec le FMI à Rome pour essayer de rassurer et faire en sorte que les obligations italiennes soient aussi bonnes que les futures euro-obligations. Jean Pisani-Ferry. La Banque centrale achète déjà des titres. Oui, mais elle achète. C'est une mesure non conventionnelle. 190 milliards. Non, elle le fait au nom de la transmission de la politique monétaire. Elle a acheté à peu près 190 milliards. Donc le tabou n'est pas sur l'achat de titres. Le problème, c'est que de s'engager de cette manière, d'abord, c'est effectivement un saut.
Et ça implique des choses aussi en termes de gouvernance de la Banque centrale. C'est-à-dire, si jamais elle fait des pertes, elle doit les redistribuer. Donc, il y a un problème de savoir qui va payer. Évidemment, on va distribuer les pertes sur l'ensemble des États, et la Banque centrale n'a pas une gouvernance qui permet ça de manière facile. Donc, il y a une série d'obstacles qu'on peut comprendre. Mais il n'y a pas, on n'a pas besoin d'un changement de traité pour que la Banque centrale s'engage, puisque, précisément, elle fait des achats de titres. Pour comprendre tout de même aussi, alors ce qui participe de la morosité ambiante, vous, au détour de quelques phrases, sans aller plus loin dans les détails, et c'est pour ça qu'on aimerait bien que vous alliez peut-être plus loin ici, vous dites quand même, Jean-Philippe Péry, par exemple, voilà, tout ne vient pas des Portugais et des Grecs, mais c'est juste cette phrase-là. Vous explicitez un peu après, mais enfin tout de même, qu'est-ce que vous voulez dire par là et comment faut-il balayer devant notre porte, y compris les États du Nord, dont Brice Couturier se plaît à dire qu'ils sont plus vertueux que les États du Sud, mais enfin faut-il quand même, non, peut-être faut-il peut-être nuancer cette proposition, mon cher Brice. Et puis vous rajoutez aussi cette chose, paradoxale, plus les États veulent rassurer, plus les marchés s'inquiètent. Bon. Mais d'abord, alors, tout ne vient pas des Grecs ni des Portugais. C'est un peu la lecture, si vous voulez, rigoriste, très centrée sur les questions budgétaires qui s'est imposée après la crise grecque. La Grèce, c'est le mauvais élève par excellence. Hein. Elle a tout fait mal, elle a triché. Donc, la lecture simple, c'est de dire renforçons les règles, renforçons la surveillance, renforçons les sanctions, et puis on évitera les problèmes. Sauf que parmi les États qui sont en difficulté, on a aussi des États qui avaient une politique budgétaire exemplaire. L'Irlande avait 25% de dette publique en 2007. Hein. À l'époque, l'Allemagne avait plus de 60%. L'Espagne avait 40%. Donc ces pays sont des pays dans lesquels la crise a pris des formes différentes. Et ces formes-là, elles n'étaient pas anticipées, ou elles étaient très partiellement anticipées par le système de surveillance. Donc il ne suffit pas de dire on va sanctionner les manquements à la règle. Il y a aussi un problème de définition des règles, il y a aussi un problème de diagnostic, des problèmes de déséquilibre qui se créent dans une union monétaire. Ouais. Et vous dites que, par exemple, en 2008, avec la crise financière et notamment la crise des subprimes, que l'Europe tout entière, pas seulement les pays du Sud, a minimisé cette crise, sauf un pays, la Finlande. La Finlande, c'était bien avant. La Finlande s'est préparée de longue date, parce qu'elle avait subi le choc de la crise de l'Union soviétique à l'époque. Ouais. Donc, elle s'est préparée à des situations dans lesquelles elle se trouverait dans une situation très asymétrique par rapport aux autres. Ouais. Et vous dites qu'en 2008, alors c'est la Norvège qui est la seule, au fond, à travailler et à ne pas minimiser la question des produits toxiques. Dû à la crise de 2008. Oui, enfin, de manière générale, la crise des produits toxiques a affecté tout le système bancaire européen. Le système bancaire européen était massivement investi dans les produits dérivés des subprimes. Et c'est pour ça qu'on a eu cet effet de contagion qui a affecté tout le monde, qui a affecté en particulier, d'ailleurs, les banques des pays d'Europe du Nord. J'aime bien. Les Espagnols étaient très bons de ce point de vue-là. Les Espagnols, en fait, n'avaient aucun produit toxique. Donc leur crise est interne. Ça n'a pas du tout été un phénomène de contagion comme, par exemple, pour des banques allemandes ou des banques françaises. Oui, j'aime bien déconstruire le discours des médias français en essayant de lire ceux qui se publient à l'étranger. On fait semblant de croire en France que la crise, sa poursuite, tient à l'obstination de la chancelière allemande et aux règles trop rigides de la BCE qu'il suffirait de changer après tout pour décider quel est le prêteur en dernier recours, comme ça se passe exactement aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, entre parenthèses. Et que comme ça, la crise serait enfin finie. Ça, c'est le discours des médias français et des politiques français qui font bloc d'ailleurs. Mais on refuse de voir que derrière cette question qui n'est pas simplement institutionnelle et politique, il y a une question économique. Il y a le fait que ça voudrait dire un transfert massif des pays du Nord vers les pays du Sud. C'est pour ça que les pays du Nord sont pas tellement chauds. C'est pas parce qu'ils veulent absolument garder les traités en l'état où ils sont. C'est parce qu'ils veulent pas payer, surtout. Pourquoi on nous dit pas plutôt cette vérité-là que s'accrocher à l'idée qu'il y a une crispation du côté de la chancelière et une audace du côté du président français? Jean Pisani-Ferry. On fait toujours ça. Hein. C'est pas... Sur toutes les questions internationales, effectivement, on reflète le point de vue national, le point de vue des autorités françaises, et on n'écoute pas beaucoup ce qui se dit à l'étranger. Donc, effectivement, c'est bien d'écouter ce qui se dit. Je crois que l'Allemagne a fait
on peut lui reprocher au départ d'avoir eu une attitude de minimisation, sinon de la crise, au moins des solutions, d'avoir essayé de gérer la crise à minima pour des raisons de politique intérieure. Donc, de retarder. Et donc ça, il y a une vraie responsabilité allemande. Ensuite, l'attitude a commencé à changer. Et aujourd'hui, c'est plus du tout l'attitude allemande. Parce que l'attitude allemande, elle est au contraire de dire il faut des solutions plus profondes. Et je pense que l'Allemagne, de ce point de vue-là, est en avance sur la France. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec les propositions allemandes, mais il y a un débat en Allemagne qui est plus profond que le débat français, qui précisément ne consiste pas à dire il suffirait que la Banque centrale fasse ceci, etc. Et je pense que notre problème aujourd'hui en France, c'est de former des propositions sur le fond et d'avoir un débat national suffisamment fort, suffisamment vif et profond pour que, effectivement, on soit partie prenante de cette discussion. Cette discussion, elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu au pire moment pour nous, puisqu'elle va avoir lieu au printemps prochain, en pleine période électorale. L'Allemagne va avancer des propositions, elle veut un changement de traité rapide, et donc la capacité de réponse ne peut pas attendre le mois de juin prochain, après l'élection présidentielle. Ça va se passer dans les mois qui viennent. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable, en période électorale, de se saisir d'un sujet international comme ça et d'apporter une réponse. Oui, enfin, vous dites le débat démocratique sur les réponses à la crise de l'euro. Le débat démocratique sur la réponse à la crise de l'euro n'est pas seulement politiquement nécessaire, il est économiquement et financièrement indispensable. Est-ce que vous pouvez ou pas porter un jugement de valeur sur ce qui se dit aujourd'hui dans la campagne électorale qui a déjà commencé en France, où tout de même les observateurs et ceux qui sont le plus en colère, ou les gens de la rue, comme on dit, disent finalement qu'est-ce qu'on nous propose à droite, la rigueur, et que nous propose-t-on à gauche, la rigueur. Je pense que oui. Est-ce que ce sont les mêmes rigueurs? Est-ce qu'il y a des réponses de droite? Est-ce qu'il y a des réponses de gauche? Quelles sont les bonnes à droite comme à gauche? Comment démêler tout cela dans ce climat également de campagne électorale? La manière dont on sort de cette crise va être un déterminant essentiel de ce qui se passe dans les prochaines années et du sort de l'économie française, des Français dans les prochaines années. C'est plus important, je dirais aujourd'hui, je dirais pas ça de manière systématique, mais aujourd'hui je pense que c'est un déterminant plus important que les déterminants internes sur les choix qu'on va faire en matière de répartition, de fiscalité, de politique d'emploi, etc. C'est surdéterminé par ce qui va se passer au niveau européen. Donc là, c'est une situation très particulière qu'on n'a jamais connue, dans laquelle on va avoir une campagne. Et la question, c'est est-ce que cette campagne, elle va pouvoir se saisir de ces enjeux, ou est-ce qu'au contraire, elle va rester cantonnée aux enjeux sur lesquels les Français peuvent en débattre entre eux. Mais sur les réponses politiques apportées, si on résume très schématiquement, il y a l'idée à droite que c'est la rigueur toute, serrage de ceinture pour tout le monde. Il y a l'idée plutôt à gauche que serrage de ceinture pour tout le monde aussi, si ce n'est qu'il y aurait à entreprendre une grande réforme de la fiscalité pour répartir un impôt plus justement et du coup ne pas totalement priver l'État de toutes ses recettes par cette cure d'austérité. Qu'est-ce qui vous paraît et où se trouve la solution selon vous, si vous deviez être ministre des Finances au mois d'avril, au mois de mai prochain? Jean Pisani-Ferry. Moi, j'aime bien la formule qu'a utilisée Monti. Il a dit « Mon programme, c'est rigueur, croissance et équité ». Donc rigueur, elle s'impose à tout le monde. Je pense que d'ailleurs les objectifs budgétaires pour la fin du prochain quinquennat, c'est l'équilibre et à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin tout le monde, les grands partis sont d'accord là-dessus. Donc ça c'est la dimension rigueur. La dimension croissance, c'est est-ce qu'on mène des politiques qui permettent, comme disait Agnès Benassi-Kéré tout à l'heure, de sortir un peu le gâteau du congélateur, ou est-ce qu'on essaye de tout faire sans croissance, donc en laissant le gâteau au congélateur, donc la pâte ne lève pas. Et puis la dimension équité, c'est la dimension de savoir effectivement sur quoi se fait l'ajustement. Est-ce qu'il se fait sur les dépenses? Est-ce qu'il se fait sur les recettes? S'il se fait sur les dépenses, quelles dépenses? S'il se fait sur les recettes, quelles recettes, quelle répartition de la charge? Ça, ce sont des débats politiques, je ne vais pas minimiser, ce sont des débats politiques extrêmement importants. C'est des débats classiques droite-gauche. Mais disons que c'est une dimension. Et vous jugez qu'ils sont de haute tenue, de bonne tenue pour l'instant, ces débats politiques? Le débat sur la fiscalité, je pense qu'il va avoir lieu, il est important, le débat sur les dépenses publiques aussi, et je pense que là, on va avoir un vrai débat, d'ailleurs plus centré sur ces questions que ça a été dans le passé, et je pense que c'est bien. Maintenant, les autres dimensions, encore une fois, la nature du contrat
dans lequel on est prêt à entrer avec les partenaires européens. Ce qu'on propose, ça, pour l'instant, je ne le vois pas intervenir dans le débat politique interne. Agnès Benassi-Kéré. Oui, je pense aussi qu'au-delà du rigueur ou pas rigueur, dans tous les cas, il y aura de la rigueur. Il y a un débat beaucoup plus existentiel devant nous, qui est qu'est-ce qu'on fait avec l'euro. Et donc là, j'avais une question, parce que se dessinent deux scénarios extrêmes, finalement. On va sans doute vers l'un des deux scénarios extrêmes. L'un est l'éclatement de la zone euro, et le second est C'est-à-dire, toujours maintenant, il faut bien reprendre, parce qu'on emploie des... Alors, ça veut dire que quoi? Il y a des pays qui sortent de l'euro, d'autres pas. Alors, il n'y a plus d'euro nulle part. Ça va être un peu ma question. Ça va être un peu ma question. Voilà. Donc, on peut avoir un scénario extrême où il n'y a plus d'euros du tout, chaque pays récupère sa monnaie nationale. Au passage, il y a une grosse perte de pouvoir d'achat sans doute pour plein de pays, et donc la rigueur n'est pas plus faible dans ce cas-là. Et l'autre extrême, c'est l'intégration politique. Mais les deux scénarios extrêmes ne sont pas de même nature. Le premier, c'est une sorte de capitulation des politiques face au marché, et le deuxième, c'est une décision politique, et donc qui doit s'ancrer sur un débat démocratique. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on peut amener 17 pays simultanément à l'intégration politique, et comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des demi-mesures possibles? Certains parlent de mini-zone euro. Est-ce que c'est un scénario envisageable? Euro du Nord, euro du Sud. Est-ce que c'est envisageable? Euro du Nord, euro du Sud, c'est un scénario d'éclatement. C'est un scénario d'éclatement, oui. C'est une variante du scénario. Est-ce que de facto, si on commence à parler de ça, c'est l'éclatement général, ou est-ce qu'on peut envisager... Parce que sinon, l'intégration politique a extrêmement peu de chances que les 17 pays disent tous oui, on signe. Jean Pisani-Ferry. Je pense que l'essentiel, je suis d'accord sur le fait d'abord qu'il y a ces deux scénarios polaires, et que le scénario du milieu, qui est le scénario, on réforme un peu, on gère la crise, on essaie d'en sortir sans trop de changements. L'espace de ce scénario s'est beaucoup rétréci. C'est-à-dire, pour moi, l'été dernier, c'était encore le scénario principal. Aujourd'hui, c'est plus le scénario de plus forte probabilité. Donc, je pense que on a une polarisation vers les extrêmes. Alors, est-ce que le scénario sauver l'euro avec une intégration plus forte, ça se fait nécessairement à 17? Je ne pense pas. Je pense que la question, c'est est-ce qu'il y a une masse critique de pays suffisamment important qui se mettent d'accord sur quelque chose? Ensuite, il peut y en avoir d'autres qui se rattachent plus ou moins. Mais disons qu'il y a deux questions. Dans les marchés, il y a la question, est-ce que l'euro est sauvable? Est-ce que les pays européens sont prêts à faire ce qu'il faut pour ça? Et puis il y a la question ensuite de savoir comment se situe tel ou tel. À partir du moment où il y a une réponse sur les pays qui comptent le plus font ce qu'il faut pour sauver l'euro, ensuite ça devient des questions individuelles pour les autres, et on peut très bien imaginer que, la Grèce, ça mette un certain temps, ou que le Portugal, ou que d'autres soient dans un rattachement partiel à ce type de solution. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, donc, les dirigeants des trois plus grandes économies de la zone euro, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Mario Monti, Allemagne, France, Italie, se retrouvent donc aujourd'hui à Strasbourg pour un mini-sommet, qu'évidemment les yeux se sont retournés une fois de plus sur le dialogue, entre autres, s'il y a dialogue entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Très, très jolie photo, enfin jolie, je ne sais pas s'il est joli, mais très intriguant photomontage dans le Parisien d'aujourd'hui qui fait un visage de Sarkozy et d'Angela Merkel. C'est le sujet de votre coup d'œil, Augustin Rivet? Oui, et on reparle, comme vous venez de le faire, des politiques d'austérité. Alors on peut se demander effectivement si c'est la meilleure solution aujourd'hui pour l'Europe, si ça ne vient pas trop tard. Mais en tout cas, quand on lit le magazine Le Point de cette semaine, il y a un pays pour lequel la réponse semble toute trouvée, c'est l'Allemagne. La rigueur lui a très bien réussi. C'est le constat de Romain Gubert. Le titre de l'article, « Mais comment font donc les Allemands ?» Sous-entendu, comment ont-ils fait pour revenir aussi haut en partant d'aussi bas? Le journaliste rappelle une situation pas si ancienne. 2009, c'était il y a 2 ans. Le PIB allemand chutait de plus de 5%, 2 fois plus que celui de la France. Et Christine Lagarde se demandait si le modèle allemand était viable à long terme pour l'ensemble de la zone euro. Finalement, 2 ans après, le moteur de l'Europe est sans hésitation de leur côté du Rhin. La rigueur là-bas remonte à 2003, une année de récession. Gerhard Schröder décide de mettre tout le monde à la diète pour limiter les frais. Il réduit les indemnités chômage, il facilite les licenciements. Angela Merkel continue sur cette lancée, elle fait passer la TVA de 16 à 19%. Si les dépenses médicales augmentent, ce sont les patients qui doivent les payer. Les effectifs des collectivités locales sont réduits alors qu'ils augmentent en France, et les salaires des fonctionnaires augmentent encore, mais 2 fois moins vite que chez nous. Le résultat, c'est que maintenant, en pleine crise, les investisseurs ont évidemment davantage confiance en l'Allemagne qu'en la France, et les travailleurs allemands coûtent moins cher que les Français, ce qui peut doper leur économie.
Ça n'empêche qu'il reste une grosse inquiétude. Les principaux clients des Allemands, ce sont des Européens. 60% des ventes de produits allemands se font dans la zone euro. Alors si la zone euro s'écroule, le marché allemand risque de dégringoler avec elle et la rigueur là n'y changera rien. Le coup d'œil d'Augustin Arrivé, un commentaire, Jean Pisani-Ferry. L'Allemagne a fait de la rigueur budgétaire, mais elle a fait de la rigueur budgétaire d'ailleurs un petit peu par hasard, parce que Angela Merkel, lorsqu'elle a été dans la grande coalition avec le SPD, la seule chose sur laquelle ils sont plus se mettre d'accord, parce que pas sur les réformes, elle s'était fait élire sur un agenda de réforme libérale, et elle était obligée de faire une coalition avec le SPD. La seule chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est de remettre les comptes en ordre, ils ont mis les comptes en ordre. Mais le redressement de l'Allemagne remonte beaucoup plus loin, et remonte en particulier à l'effort qu'ont fait les entreprises et dans le dialogue social allemand, les salariés, les syndicats, sur la reconstruction de la compétitivité allemande qui avait été sérieusement abîmée après l'unification. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la politique publique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du consensus social aussi. Oui, de la société. De la société. Moi, je connais un économiste allemand qui m'a raconté, qui était allé parler au syndicat, qui avait dit il faut augmenter les salaires, et que la réponse a été non. Que fait-on avec aussi tout ce que l'on lit, ça et là, et que l'on colporte également nous aussi, sur tout de même après, et ce qui fait monter tout de même ce sentiment, une fois de plus de morosité, d'inquiétude ou de crainte sur par exemple, les marchés, et ce qui en découle. Voilà, je rappelle votre phrase à vous, plus les États veulent rassurer, plus les marchés s'inquiètent, et il est vrai que dans les analyses que l'on voit de la situation, la question, au fond, d'un déficit démocratique dû à la pression des marchés qui pèse sur les choix politiques des élections en Europe, provoque un grand sentiment d'inquiétude. Est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ou est-ce que c'est allé un peu trop vite et donner trop d'importance au marché? Je crois que la pression des marchés, on la voit tous les jours, elle est très angoissante. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de parler de dictature des marchés au sens où ce seraient les marchés qui détermineraient les choix politiques? Je crois qu'il y a une petite erreur là. C'est-à-dire que les marchés nous imposent des contraintes de cohérence. C'est-à-dire qu'ils passent systématiquement au scalpel ce que disent les dirigeants et ils détectent et ils jouent sur les ambiguïtés. Et donc, ce qui est puni, c'est le discours ambigu. C'est un chapitre de votre livre, ça, sur l'ambiguïté. Oui. Et vous savez, comme disait le cardinal de Retz, qu'on ne sort qu'à ses détriments de ces ambiguïtés. Oui, mais précisément, on est dans un environnement un peu différent. Ouais. Et je crois que c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, quand on leur dit une chose et puis quand on pense une autre, quand on leur dit deux choses qui sont différentes, ils s'en servent pour essayer de pousser, de voir, de creuser un coin entre différentes options, différentes attitudes. Et donc, c'est une contrainte très dure pour les politiques. Mais ce n'est pas nécessairement une contrainte qui est toujours mauvaise. C'est-à-dire que de s'imposer de la cohérence, après tout, c'est plutôt une bonne chose. Vous dites que les ministres des Finances n'ont pas assez regardé leur écran Reuters. Les marchés avaient les États à l'œil et les États ne regardaient pas les marchés. On a cru que l'euro, c'était qu'on avait mis les marchés dehors. Parce qu'effectivement, on avait mis les marchés d'échange dehors. Et donc, dans les années 90, tous les ministres des Finances étaient obsédés par la variation du taux de change. Donc, ils avaient un écran dans leur bureau, ils regardaient tous les jours. Et puis, il n'y avait plus de taux de change, donc il n'y avait plus d'écran, et on ne s'y est pas intéressé. Et effectivement, les marchés, pendant 10 ans, les ont laissés absolument tranquilles. On laissait les États absolument tranquilles, puisque les dettes publiques étaient exactement au même prix, les taux d'intérêt étaient... Il n'y avait quasiment pas de différence entre le taux d'intérêt auquel empruntait la Grèce et le taux d'intérêt auquel empruntait l'Allemagne. Et brusquement, avec cette attitude des marchés qui, à un moment, ne s'en occupe pas et puis tout à coup se focalise sur une question, ils se sont focalisés sur la question des dettes publiques. Et à ce moment-là, on a vu revenir, à travers le marché des dettes publiques, le même type de phénomène qu'on connaissait dans le passé à travers les crises de change. Oui, juste un mot avant de poser ma question. Je voudrais juste dire que le livre de Jean Pisani-Ferry, le réveil des démons, donc sous-titre La crise de l'euro et comment nous en sortir, c'est à l'heure actuelle chez Fayard, c'est à l'heure actuelle le meilleur bouquin, le plus simple, le plus clair, le plus complet, le plus dépourvu d'équations et de notions économiques, qui soit accessible. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe, en plus c'est court, ça fait 200 pages. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, je pense qu'il y a tout dedans. Mais ma question est la suivante, elle est un peu politique. Les Allemands
Allemands ont mis 10 ans à renflouer l'Allemagne de l'Est, qui était dans un état de délabrement total. Ça leur a coûté énormément d'argent. Ils ont payé beaucoup d'impôts, ils s'en serraient beaucoup la ceinture. Est-ce que l'opinion publique allemande est prête à faire le même genre d'effort pour aller au secours des pays, comme on dit, cigales, eux qui sont un pays fourmi? Jean Pisani-Ferry. Aujourd'hui, non. C'est clair que le retraité grec est devenu un héros de la presse populaire allemande. Un anti-héros, un anti-héros, bien sûr. On a étalé semaine après semaine tous les avantages dont ils pouvaient bénéficier en termes d'âge de la retraite, en termes de niveau des prestations. Et dans un pays qui a fait des efforts, on a remonté l'âge de la retraite à 67 ans, on a réduit des prestations, elles ne sont pas indexées, etc. C'est insupportable. Et donc, le travailleur allemand travaille à 66 ans pour payer les retraites du grec de 58. Alors, est-ce que les Allemands vont toujours refuser de faire des efforts? Non. D'ailleurs, ils ont accepté cette solidarité sous forme de prêt aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent accepter? Et ils continuent d'ailleurs à être des contributeurs nets au budget communautaire. Donc, il ne faut pas exclure la solidarité allemande. Mais disons, l'idée de départ au moment de cette crise, c'est la solution n'est pas simplement que l'Allemagne va payer. Et l'Allemagne ne veut plus être dans cette attitude de culpabilité du pays riche et coupable qui paye pour les autres. Et ça remonte d'ailleurs à Gerhard Schröder, la normalisation de l'Allemagne. On a aussi notre unification, on a aussi nos transferts internes, donc on va cesser de résoudre tous les problèmes en payant pour les autres. Qui n'était pas né en 1945. Exactement. C'est pas par hasard. Et Angela Merkel est née en Allemagne de l'Est. Le sentiment de culpabilité n'existe plus. Elle ne se sent pas particulièrement privilégiée. Les eurobonds vous semblent être une bonne solution. Si on vous lit attentivement, vous dites que, page 180, à l'origine, il s'agit d'un fantasme. Oui, mais à l'origine, c'est l'idée, on va endetter celui qui n'est pas endetté, c'est-à-dire l'Union européenne. Mais enfin, de toute façon, c'est les mêmes contribuables derrière, donc c'est pour ça que je pense que c'est un fantasme. En revanche, l'idée d'avoir un système de mutualisation des dettes, de solidarité sur les dettes, évidemment, c'est une réponse à cette tension sur les dettes publiques. Et c'est un changement de contrat, puisque ça consiste à dire, il y a au moins partiellement de la solidarité sur les dettes publiques, mais en contrepartie, évidemment, si on est solidaire, on demande un contrôle sur l'émission de la dette. Donc on passe à un système qui n'est plus un système de type surveiller et punir. Donc on vous punit ex post si vous avez fait des dérapages, et on ne vous punit pas d'ailleurs, parce que pour l'instant on n'a puni personne. Mais on passe à un système ex ante, c'est-à-dire si votre budget n'est pas conforme aux règles qu'on a établies en commun, eh ben, vous ne pouvez pas mettre en œuvre votre budget. À la rigueur, elle ne vient pas de l'intérieur, elle est imposée par Bruxelles. Oui, alors les deux peuvent se combiner, mais surtout elle vient tôt. Hein. Et alors aujourd'hui, ce qui se passe dans la discussion, c'est que l'Allemagne, la Commission européenne, essaie de pousser le modèle de contrôle a priori, mais sans nécessairement la contrepartie des euro-obligations. Donc contrôle a priori sans solidarité. Agnès Bella-Sicaré, très courte question, on est au bout. Et si on va dans cette direction, donc avec une politique budgétaire centrée sur l'équilibre et une politique monétaire qui reste celle qu'elle est, est-ce qu'on se dirige vraiment sur le modèle américain d'une fédération? Ah mais c'était ça là que je voulais... Est-ce qu'on va ou non? Voilà, c'est la question de la fin. Est-ce qu'on ne va pas finalement paralyser tous les instruments de politique économique? Nous n'avons pas de budget européen digne de ce nom. Et donc, qui fera de la politique économique en Europe? C'est la dernière question et vous devez répondre, Jean Pisani-Ferry. Ce sera forcément quelque chose de très différent de la Fédération américaine. Il faut se rappeler que la Fédération américaine, c'est malgré tout, c'est un gros État fédéral et des États fédérés qui, eux, ne s'endettent pas, qui n'ont pratiquement pas de dette. Toute la dette est au niveau fédéral. Donc c'est un modèle très très différent et ça restera un modèle très très différent. Maintenant, je pense, la question c'est est-ce que c'est un modèle qui nous condamne à la paralysie? Je ne pense pas. Je crois qu'on est dans une phase dans laquelle tous les États sont obligés de se serrer la ceinture pour les raisons qui viennent du choc de la crise et puis de tout ce qui venait antérieurement. Mais ce n'est pas structurellement un modèle qui nous condamne à la paralysie. Et je ne pense pas que la Banque centrale soit d'ailleurs particulièrement ni condamnée à la paralysie, ni paralysée.